Bonjour, mon nom est Sandra Bolduc, directrice générale de POSA Source des Monts. Vous écoutez TVR 9, votre télé citoyenne de la vallée du Richelieu. Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous partageant les actualités et informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de TVR 9, suivie d'une entrevue avec Mme Sonia Côté, présidente et fondatrice d'Ergo Ressources. On vous partage également des extraits de la conférence de Mia Omzi, vice-présidente main-d'œuvre et intelligence économique chez Investissement Québec, lors de l'événement Horizon 2030 organisé par la CCIVR. On se rend ensuite chez Covabar pour rencontrer Sylvain Lapointe, le directeur général, pour parler de son plan directeur de l'eau. Notre chroniqueuse Audrey Schenck nous partage les bons réflexes à adopter pour prévenir la fraude en ligne. Finalement, on reçoit M. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, pour discuter de l'avancement du projet du Centre de la culture. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR 9. Le gouvernement du Québec invite les citoyens à une séance d'information publique relative à l'implantation de Nordvolt sur le territoire. Les représentants du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi que du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie répondront aux questions et préoccupations des citoyens concernant le projet ainsi qu'aux enjeux en matière d'environnement, de gestion de la circulation et d'accès, entre autres. Une première rencontre aura lieu le mercredi 28 février à 19h à l'auditorium de l'École d'éducation internationale de McMasterville, puis une deuxième rencontre le jeudi 29 février à 19h au Centre civique Bernard Gagnon. D'ailleurs, on vous invite à visiter le tvr9endirect.com pour consulter tout notre dossier sur le projet Nordvolt. Les 27 centres d'action bénévole du regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie s'unissent pour lancer 6 capsules éducatives permettant de démystifier ce qu'est un centre d'action bénévole, un CAB, et quelle aide on peut y trouver. Le centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand est fier de faire partie de cette action commune qui rayonnera dans toute la région. La toute première capsule lancée le 20 février dernier répond à la question primordiale « Qu'est-ce qu'un CAB ?» Et les 5 capsules suivantes seront dévoilées à des moments clés dans les prochains mois. Donc, restez à l'affût de leur sortie sur les différentes pages Facebook des centres d'action bénévoles de la Montérégie. 6 mois après la mise en service du nouveau réseau d'autobus dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et dans celui le Richelin-Roussillon, la qualité du service et les usagers sont au rendez-vous. Certains indicateurs de fiabilité du service dans ces secteurs sont d'ailleurs parmi les meilleurs du réseau d'Exo. Rappelons que depuis l'inauguration du REM le 31 juillet dernier, les autobus d'Exo ne peuvent plus circuler sur le pont Samuel de Champlain. Et à cette date, l'ensemble du réseau des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et le Richelin-Roussillon avait été entièrement reconfiguré. Après la période de transition habituelle lors d'un changement de cette envergure, Exo avait procédé à des ajustements basés sur les commentaires des usagers au courant de l'automne 2023 et depuis, la performance du réseau d'autobus s'est grandement améliorée. La Fédération de l'UPA de la Montérégie souhaite lancer au cours de l'année 2024 sa campagne de sensibilisation « Bonjour, comment ça va ?» afin d'inciter les agricultrices et agriculteurs à prendre quelques secondes pour réfléchir sur leur état psychologique et celui de leur entourage. En 2024, la santé psychologique de ces productrices et producteurs agricoles est un enjeu prioritaire pour l'UPA Montérégie. Si vous souhaitez recevoir des rappels sur l'importance de parler de la santé mentale, rendez-vous sur le site de l'UPA. C'était vos actualités TVR 9. Votre enfant a peut-être des difficultés cognitives, sensorielles ou motrices. Eh bien, c'est peut-être le moment de consulter un ou une ergothérapeute. Madame Sonia Côté, présidente fondatrice d'Ergo Ressources, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, l'ergothérapie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'autonomie, comme vous l'avez dit.
Pour un enfant, c'est quoi être autonome? C'est être capable de faire des transitions en douceur, d'être capable de s'habiller, de manger, de dormir, être capable de jouer, être capable d'avoir un comportement adapté à la situation, courir en éducation physique, être calme en classe, ou encore de manipuler ses outils scolaires. Et à quel moment est-ce qu'on détermine qu'un enfant a une difficulté ou que ça devient un problème? Parce qu'un enfant qui n'est pas nécessairement calme en classe, on s'entend, il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. C'est quand ça devient non fonctionnel. Quand la difficulté impacte suffisamment pour que le rendement, par exemple scolaire, ne soit plus optimal. Par exemple, un enfant qui tiendrait mal son crayon, un enfant qui tient son crayon comme ça, par exemple, c'est un enfant qui ne pourra pas apprendre à écrire. Donc, ou encore un enfant qui a de la difficulté avec son crayon, la calligraphie, il pourrait devenir illisible et donc faire des fautes parce qu'on n'est pas capable de lire, tout simplement. Même chose pour le calme, il y a être un peu agité et il y a être agité au point où je n'arrive plus à faire mes apprentissages. Où je dérange tellement la classe que la classe n'arrive plus à faire ses apprentissages. C'est ça, ça peut être des problématiques externes aussi. L'enfant, lui, peut-être qu'il se sent bien ou il ne sent pas qu'il y a une problématique ou il ne nomme pas, du moins, mais que l'entourage le remarque, puis ça devient une difficulté. Oui, tout à fait. Je dis souvent, dites-leur pas qu'ils travaillent, les enfants ici, ils ne sont pas au courant. Donc, l'enfant, on espère justement le prendre suffisamment tôt pour qu'il ne se rende pas nécessairement compte de sa difficulté. Puis quand un enfant, justement, arrive ici, chez Ergo Ressources, vous faites ça dans le jeu? C'est quoi l'approche exactement? C'est tout à fait dans le jeu et le plaisir. Pour nous, c'est très important. Moi, je ne donne pas de récompense aux enfants à la fin d'une thérapie. La récompense, c'est de venir en ergothérapie. Donc, c'est ça. Donc, c'est de rendre ça agréable, puis comme vous l'avez mentionné, de ne pas sentir qu'on travaille sur quelque chose, qu'on corrige quelque chose, mais plutôt qu'on se donne les outils pour avancer. Oui, c'est ça. En fait, on aide beaucoup les parents à comprendre ce qui se passe pour qu'ils soient en mesure, lorsque la situation arrive, quand on parle par exemple d'une agitation motrice due à une hyper ou une surcharge sensorielle, qu'ils puissent avoir les outils pour agir, pour aider à apaiser l'enfant. En plus de traiter l'enfant, c'est-à-dire de l'aider à ce qu'il se sente moins surchargé par les stimuli de son environnement, par exemple. Puis à quoi ressemble la clientèle qui profite en fait de vos services? Généralement, ce sont des enfants plutôt en bas âge, donc on peut dire de 4 à 7 ans. Mais on a des clients, on a des enfants qui viennent nous voir à 9-10 mois pour l'introduction des aliments qui est difficile. Donc, toute la sensation dans la bouche est difficile pour eux. On a la difficulté de passer des purées au solide ou carrément du lait au purée. Ou encore, on a des adolescents qui, eux, ont souvent les mêmes enjeux que nos petits, mais ont été détectés plus tard. Et là, les exigences académiques étant plus grandes, on rentre au secondaire, on a des objectifs au secondaire. Donc là, ces enjeux-là deviennent plus importants. Donc, ça peut être des problématiques un peu moins sévères qui sont passées inaperçues en bas âge, mais avec l'augmentation de l'exigence, deviennent plus importantes. Vraiment intéressant. Évidemment, c'est un sujet dont on pourrait parler longuement. Merci, Madame Côté, de nous avoir informés sur le sujet. Puis, on va mettre le site de vos cliniques au bas de l'écran. Ah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. TVR9 était à Carignan pour participer à la grande consultation Horizon 2030 organisée par la CCVR. Durant cet événement, Mme Mia Omdi, qui est vice-présidente main-d'œuvre et intelligence économique chez Investissement Québec, a partagé des statistiques sur les impacts d'une éventuelle récession et sur la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Voici quelques extraits. Même si on est en récession, même si on a le pire des scénarios de récession, le taux de chômage ne serait pas plus que 6 6 c'est ce qu'on a connu en période de croissance économique au cours des années pré-pandémiques. Peut-être pas 2019 où est-ce qu'on était plus à 5 4-5 mais si on remonte là, tout 2010, 2018, 2019, là, c'est au-dessus de 6 Donc, le pire des scénarios, c'est mieux que ce qu'on a connu au Québec en période de croissance économique. Pourquoi? Bien, à cause du vieillissement de la population qui met une tellement grande pression sur le marché du travail que ça fait qu'il devrait y avoir très peu de chômeurs de plus. Une augmentation de 1 point
à peu près du taux de chômage. Donc, ça pourrait faire en sorte que l'impact est moins pire que prévu sur l'économie, parce que si les gens ne perdent pas leur emploi, bien, ils devraient pouvoir continuer de consommer. Donc, la grosse inconnue, là, puis juste pour vous expliquer c'est quoi ce qui explique les prévisionnistes qui sont plus optimistes et ceux qui sont plus négatifs, bien, c'est comment les gens vont réagir. Si les gens se mettent à épargner parce qu'ils voient qu'il y a des pertes d'emploi puis ils disent on va épargner, ça crée une récession. Parce que ce qui fait que l'économie roule, c'est la consommation. Du moment que les gens se mettent à épargner plus, le ralentissement est plus sévère. Mais si les gens se disent bah, le marché du travail est tellement serré, je ne vais pas perdre ma job, je continue de dépenser, bien, on risque de avoir vraiment un faible ralentissement. Bien, les pénuries de main-d'œuvre, de quoi ça a l'air? Ça, c'est le ratio de chômeurs par poste vacant. Donc, quand les données ont commencé à être compilées en 2014-2015, bien, il y avait à peu près 6 chômeurs pour un poste vacant. Ça, c'est pour les données pour la Montérégie, mais c'est très semblable pour le Québec. Maintenant, on est à 1,5, 1,7. Donc, bien, on était à 1 au cours des dernières années. Fait qu'on est passé de 6 chômeurs pour un poste à combler à 1 chômeur pour un poste à combler. Puis ça veut dire que les chômeurs sont qualifiés puis qu'ils ont des profils qui correspondent aux besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils habitent à la bonne place. Donc, il y a toujours, évidemment, un taux de chômage frictionnel, puis on est pas mal là. Donc, cette tension, elle est bien réelle. Et ça, c'est probablement ce qui explique tout de ce qu'on vit et ce qu'on va vivre. Moi, c'est comme la seule diapo que je pense que vous avez besoin de vous rappeler, là. La courbe rouge, c'est la cohorte des personnes qui ont 55 à 64 ans. Ça, c'est pour la Montérégie. Vous voyez à quel point elle a augmenté jusqu'en 2020. Elle commence à diminuer légèrement, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec la cohorte des personnes de 20 à 29 ans, donc ceux qui peuvent potentiellement les remplacer sur le marché du travail? Elle est stable. Donc, l'écart a atteint le point le plus élevé en ce moment. On est au moment où il y a le plus de personnes qui quittent pour prendre leur retraite par rapport aux personnes qui ont l'âge de les remplacer. Mais dans ces gens-là, bien, il y en a qui étudient, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui font d'autres choses. Donc, ça fait un indice de remplacement, c'est comme ça que l'Institut de la statistique le calcule, qui est autour de 0,8. Donc, 0,7 pour le Québec, 0,8 pour la Montérégie. Donc, ça veut dire qu'à peu près au Québec, là, il y a 100 000 personnes qui partent prendre leur retraite à chaque année et il y en a à peu près 70 000 qui peuvent les remplacer. Sur les 1,6 million d'emplois à pourvoir au Québec, à peu près 80 de ça, c'est uniquement pour remplacer les gens qui partent à la retraite. Il y a juste 20 il y a juste 20 que c'est de la création d'emplois. Fait que si on fait plus de création d'emplois, bien, les besoins sont plus grands que ça. Après la pause, on rencontre M. Sylvain Lapointe chez Covabar pour parler du plan directeur de l'eau. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne. L'organisme Covabar en est à réviser son plan directeur de l'eau et M. Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar, est ici pour nous en parler. Quelle est tout d'abord la mission, la raison d'être du Covabar? Bien, la raison d'être du Covabar, comme tel, on est l'organisme de bassin versant, donc de la rivière Richelieu. On est 40 organismes du même type à travers le Québec, dans toute la partie méridionale du Québec, qui gèrent justement des bassins versants. On a été constitué en vertu de la loi de l'eau qui a été adoptée en 2002 déjà. Alors, à partir de là, notre mission était de mettre en place justement un système de gestion intégré de la ressource eau qu'on appelle. Donc, on gère l'agir en jargon, d'une certaine façon, de l'environnement. Alors, c'est notre mission depuis maintenant 23 ans de faire en sorte d'assumer la concertation entre les différents acteurs de l'eau pour faire en sorte qu'on puisse réellement avoir une gestion intégrée de toutes les formes d'eau, on peut dire, sur le territoire. Et là, au 1er mars 2024, vous allez devoir soumettre ce nouveau plan directeur. Donc, quels sont les différents enjeux
qui vont faire partie de ce plan? Les enjeux actuellement, je vais vous les nommer, c'est principalement destruction et dégradation de la qualité des milieux humides et hydriques. Ça fait quand même partie de nos priorités. Dégradation et perte d'habitat faunique, mauvaise qualité de l'eau, l'érosion des berges, la présence d'espèces exotiques envahissantes et les problèmes d'approvisionnement en eau et les conflits d'usage. Alors, ces 6 enjeux-là seront discutés avec notre table de concertation. Et aussi, le 29 novembre, on va avoir une activité qui va faire en sorte que, à partir de nos enjeux, on va déterminer aussi un plan d'action qui va être discuté avec l'ensemble des acteurs de l'eau provenant des MRC, des organismes environnementaux, paragouvernementaux et économiques qui sont sur notre territoire. Puisque, à la base, le COVABAR a quand même été est un organisme de concertation, donc s'assurer que les différents acteurs de l'eau, les usagers de l'eau aussi, puissent faire en sorte qu'on puisse optimiser l'utilisation de l'eau sur le territoire, mais également assurer sa qualité et sa disponibilité aussi sur le territoire. Donc, différents enjeux. Et là, si je comprends bien, vous allez vous rencontrer pour établir le plan d'action qui va faire partie de ce plan directeur. C'est une première démarche parce qu'éventuellement, il y aura d'autres organismes, d'autres instances qui vont être rencontrées. Et le but, c'est d'arriver à la révision de notre PDE actuel pour le 1er mars 2024. Qui va ensuite s'étaler sur les 10 prochaines années à nouveau. Oui, parce que la prochaine révision nous est demandée pour justement 2034. Je pense que je ne serai plus là, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même dans un continuum qui est là pour faire en sorte que l'eau soit priorisée, puisqu'il ne faut quand même pas perdre de vue que l'eau, tant qu'à moi, est le dénominateur commun de l'ensemble de notre développement du territoire. À l'origine, quand les OBV ont été créés, on parlait principalement de qualité de l'eau, alors que là, on parle de plus en plus, surtout dans le contexte de changement climatique, de disponibilité de l'eau, d'une certaine façon, de gérer les conflits d'usage aussi sur l'eau et faire en sorte, d'une certaine façon, qu'on soit aussi impliqué dans le développement territorial. On le voit, il y a des municipalités qui ont mis des moratoires sur leur développement, faute justement de disponibilité d'eau. Alors, de plus en plus, les OBV comme nous vont être impliqués dans le développement du territoire, d'autant que le ministère des Affaires municipales, dans ce qu'on appelle les OGAT, les Objectifs de gestion et d'aménagement du territoire, qui vont être adoptés avec la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, font en sorte que les plans directeurs de l'eau devront être intégrés au schéma d'aménagement des MRC. Donc, des enjeux, comme vous l'avez mentionné, qui évoluent, notamment avec l'urbanisation de la région. Et donc, on va rester à l'affût de ce nouveau plan directeur de l'eau qui sera soumis en mars prochain. Merci, M. Lapointe. Bienvenue. On rejoint en studio Audrey Cheng, qui est technicienne en informatique, pour discuter notamment de fraude et de cybersécurité. Bonjour Audrey. Bonjour Andréane. Donc, de la fraude, c'est quand même un sujet qui est courant parce que ça peut se présenter de différentes manières. C'est quoi les manières les plus courantes qu'on pourrait se faire frauder? Bien, c'est sûr qu'au niveau technologique, informatique, on voit beaucoup de faux courriels de paiement de loyer en retard ou des offres qui semblent vraiment être trop belles pour être vraies qu'on peut acheter en ligne, des fois qu'on nous met dans un sentiment d'urgence. Puis c'est comme ça qu'on peut détecter de la fraude. On veut qu'on agisse rapidement sans trop réfléchir. Puis de la fraude, ça peut se produire, oui, dans l'ère technologique qu'on connaît, mais également par téléphone, par texto. Et même en présentiel, là, on se souvient, il y a un certain temps, il y avait comme une vague de faux inspecteurs, inspectrices de thermopompes mandatés par la municipalité pour aller voir un peu ce qu'il y avait dans la maison et quel bien pouvait peut-être être usurpé. Puis, si on a des doutes, par exemple, quelqu'un cogne à la porte, on n'est pas certain, ou encore on reçoit un courriel, puis je suis comme, on dirait que je n'ai pas envie nécessairement de donner mes informations par courriel, comment on peut valider que c'est bel et bien vrai? Bien, le téléphone et les solutions moins technologiques existent toujours. Fait que si, par exemple, quelqu'un veut absolument transiger en ligne, bien, on a le droit de lui demander si on peut appeler à son commerce ou à l'endroit en question. On a le droit aussi, par exemple, quand c'est en présentiel, quelqu'un me dirait « je veux venir inspecter ta maison XY », j'ai le droit de demander des preuves. Qui êtes-vous? Avez-vous un permis pour faire ça? Donc, de demander ça, c'est légal en soi, puis à noter que si la personne n'a rien à se reprocher, elle ne devrait pas se fâcher, puis elle devrait juste présenter les preuves nécessaires. Oui, donc c'est vraiment de reprendre le contrôle là, sur la transaction, donc
comme vous l'avez mentionné, de demander des numéros de contact, puis ensuite vous les contacter, valider que les numéros sont bel et bien les mêmes que derrière votre carte de crédit, par exemple. C'est quoi le type de renseignements qu'il ne faut absolument pas donner en ligne, par exemple? Il y en a beaucoup. C'est sûr que, puis déjà d'écrire, nous, on appelle ça en clair, donc un numéro de carte de crédit, un numéro d'assurance sociale, puis même des fois, on voit encore ça dans des institutions financières, on nous demande de remplir des formulaires qui sont très légitimes, mais qui contiennent de l'information sensible, et quand on transige ça par courriel, c'est pas suffisamment sécurisé. Donc, dès qu'on parle de date de naissance, de numéro d'assurance sociale, tous ces renseignements-là sont des mines d'or pour les fraudeurs. Oui. Puis là, de plus en plus populaire, c'est de vendre des biens sur des plateformes comme Marketplace, par exemple. C'est quoi les bons réflexes à adopter là, si on est pour faire des transactions de cette manière-là? Bien, quand on a le moyen de voir est-ce que la personne, le profil, a un certain historique, est-ce qu'elle a vendu plusieurs items et tout ça, est-ce qu'elle est reconnue, ça, c'est une chose qui peut être faite. D'emblée aussi, dans des systèmes comme Kijiji ou Marketplace, l'idéal, c'est vraiment de transiger en personne, en recevant immédiatement le virement Interac ou l'argent comptant dans un lieu public, donc aussi éviter les risques physiques de tout ça. Puis dans le doute, comme du Kijiji et Marketplace, il n'y a pas de système transactionnel en tant que tel. Peut-être qu'on peut considérer des plateformes comme eBay, qui ont fait quand même leurs preuves, qui ont des systèmes sécurisés, pour s'assurer réellement que l'argent part du point A vraiment vers le vrai point B. Merci, Mme Cheng, de nous avoir éclairé sur cet enjeu-là. Puis, à la maison, on vous invite à adopter les bons réflexes pour éviter de vous faire frauder. Merci. Merci, Andréane. À bientôt. L'Histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Un dossier qui est très cher pour Saint-Basile-le-Grand, eh bien, c'est l'avancement du prochain centre de la culture. Et je suis avec M. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, pour nous parler des développements de ce projet. Où est-ce qu'on en est présentement? D'abord, vous savez qu'on a acheté un immeuble il y a maintenant 3 ans, je pense. Et puis, on est en plein développement là, de projets pour pouvoir l'aménager. Entre-temps, bien sûr, on l'a rendu utilisable, oui, si je peux prendre l'expression, et elle sert beaucoup présentement pour les organismes communautaires, nos différentes réunions au niveau municipal. Donc, on a donné un contrat pour pouvoir planifier l'aménagement et on est à l'étape de donner les contrats. Maintenant, on fait l'aménagement. D'ici 1 an, il va être aménagé pour pouvoir recevoir des spectacles et différentes activités culturelles. Donc, vous parlez d'aménagement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, et pour pouvoir, comme je disais, faire des spectacles, tribunes, éclairage, système de son, aménagement pour accueillir les gens avec un coin pour pouvoir effectivement avoir des breuvages, etc. Mais comme on voit dans une véritable maison de culture, oui, on a une ici à Belleuil, oui, entre autres, mais on en a 2. Donc, chaque municipalité, moi, je pense, puis c'est l'effort qui sont faits, c'est d'avoir une maison de la culture pour avoir un lieu identitaire par rapport à ce qu'on est. Parce que moi, ce que je trouve c'est phénoménal, c'est que chaque région, peu importe où vous soyez au Canada, au Québec, particulièrement au Québec ici, on a nos particularités langagières ou encore l'expression culturelle, tout ça. Et on est dans une région qui est gâtée par ça. C'est phénoménal tout ce qu'on a comme patrimoine historique au niveau de la culture. Des grands peintres ici, des grands sculpteurs, etc. Et des poètes, chanteurs, etc. Donc, tous l'expression culturelle imaginable où on va pouvoir permettre à nos artistes, nos artisans, tout ça, de venir performer et puis se reconnaître en eux parce qu'ils sont chez nous. Oui, définitivement. Puis,
Donc, vous l'avez dit, là, vous êtes à émettre les permis ou en tout cas à trouver votre partenaire pour l'aménagement. Oui. Et donc, ça pourrait voir le jour dès 2025, début 2025. C'est l'objectif qu'on a. Et après, il y aurait donc programmation culturelle qui serait dévoilée. Ça vient vite quand même. Tout à fait, tout à fait. Et moi je dis notre ministère, mais en fait, c'est notre service de la culture. Chez nous, notre directrice de la culture, de même que celle qui supervise l'ensemble des travaux, sont là-dessus. Donc déjà, ils sont en train d'imaginer une programmation avec notre comité culturel. Comité culturel qui est composé pas seulement d'employés, mais de résidences, donc dire des citoyennes, des citoyens de Saint-Basile-le-Grand, qui participent à cet imaginaire-là pour pouvoir façonner une programmation qui correspond à ce qui est souhaitable pour notre municipalité. Donc, bien évidemment, on va continuer à suivre ce dossier pour qu'enfin, Saint-Basile-le-Grand ait sa maison de la culture. Ça s'en vient dès 2025. Merci beaucoup, M. Lessard. Plaisir pour moi. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Les médias locaux vivent présentement une période difficile en matière de financement, ce qui nous oblige à envisager de nouvelles manières de générer des revenus pour vous offrir les services de base pour vous informer et pour valoriser la vallée du Richelieu. On veut collaborer avec vous. Ainsi, sachez que vous pouvez faire appel à TVR9 pour la production de contenu vidéo pour mettre en valeur vos activités et vos services, que ce soit pour la captation d'un événement, d'une conférence ou encore pour la production de contenu vidéo de qualité qui mettra en valeur votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.